Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e tutoriel de Total War Warhammer 2 avec la Norska que vous voyez du coup chez moi sous le nom de World Walker, donc les marcheurs de monde. Donc nous allons présenter dans ce tutoriel cette faction assez spécifique qui est sortie il n'y a pas très longtemps, puisque la faction Norska elle est sortie de mémoire en avril-mai 2018 sur Total War Warhammer 2. Sachez qu'elle était sortie sur Total War Warhammer 1, 2 à 3 mois avant la sortie du 2, mais qu'elle était injouable jusqu'au mois d'avril-mai sur le jeu. Donc à l'heure où je vous tourne la vidéo, nous sommes en juillet 2018, donc la faction est assez récente, elle a à peu près moins de 3 mois. Donc elle est encore assez méconnue des néophytes, et vous l'avez pas tous en votre possession puisque c'est un DLC qui est payant. Et c'est une faction qui est super intéressante à jouer, donc c'est pour ça qu'on va la détailler. Donc la faction Norska, ce qu'il faut savoir, c'est que vous commencez tout au nord de la carte de campagne, donc vous avez deux départs possibles, vous avez le départ de Wulfric le Vagabond et de Srog. Donc Srog lui commence tout au nord-est, on va dire à proximité des Désolations du Chaos, un petit peu au nord de Kislev, et à l'inverse, Wulfric lui va commencer un petit peu plus au nord de l'Empire, donc du coup au sud des territoires nordiques, mais tout au nord de la carte de Mortal Empire. Voilà pour les départs. La vidéo en elle-même, ce qu'on va faire, on va faire différemment des autres, puisque du coup je vais pas détailler les armées en début, milieu et fin de partie, mais nous allons plutôt détailler les unités type par type. Donc on commencera par les seigneurs, les héros, l'infanterie, etc. Et puis bien entendu on fera quand même une composition d'armée équilibrée, que l'on testera d'ailleurs également sur la carte de bataille pour une petite vidéo de 10-15 minutes à la fin, 10 minutes je crois, où nous présenterons du coup le visuel des unités et puis du coup savoir un petit peu leur gameplay sur la carte de bataille, et en lien avec le let's play qu'on est en train de faire en ce moment sur la Bretonie, on les fera se battre contre une armée de Carcassonne, donc une armée qui sera relativement déjà très équilibrée et puis de haut tiers, puisqu'on aura des chevaliers du Graal et chevaliers de la quête. On aura également donc un trébuchet du Tindémini, des chevaliers hippogriffes royaux, des unités de pèlerins de bataille, 4 unités d'archers, 2 unités anti-large, un autre fait enchanteresse, une sorcière et un paladin, donc composition très équilibrée, assez late game. Et nous donc du coup on la fera se battre contre la faction du chaos, puis on verra nordique pardon, et puis on verra le résultat. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs éléments de gameplay, tout d'abord, qui diffèrent avec les autres factions, avec la Norska, où on les compte, personnellement je les compte au nombre de 3, en tout cas les gros éléments différenciants. Le premier, ça va être la confédération. En effet, les confédérations avec les autres factions nordiques vont s'effectuer différemment des autres, puisque du coup, vous allez juste abattre le seigneur d'une faction, le seigneur légendaire entre guillemets d'une faction nordique, pour pouvoir confédérer directement avec toutes les villes de cette faction. Donc, en fait, récupérer la faction sous votre bannière. Donc, ça vous évite d'aller attaquer les villes une par une comme vous faites traditionnellement. Vous battez le héros de la faction nordique, vous récupérez le tout. Vous pouvez également du coup battre Srog, et puis du coup confédérer directement avec lui et avoir les deux seigneurs légendaires sous votre bannière. Voilà à peu près pour le premier élément de gameplay. Alors bien entendu ça ne marche pas sur les factions hors nordiques, donc ne vous attendez pas à aller taper Vladimir von Karstein et à confédérer directement avec toute la faction des comtes vampires, ou plutôt des von Karstein. Du coup, pour la suite, deuxième élément de gameplay différenciant, ça va être la chasse aux monstres. Donc la chasse aux monstres, qui est super sympa, qui va directement vous donner en fait accès à des petites quêtes que vous allez pouvoir faire tout au long de votre campagne. Donc ça se présente de la forme suivante. En fait, vous avez différents niveaux de technologie. Vous avez la chasse aux monstres niveau 1, niveau 2, niveau 3, que vous débloquez donc du coup via la technologie. Et une fois que vous avez, entre guillemets, on va dire commencé par rechercher plutôt la chasse aux monstres niveau 1, ça va vous ouvrir
3 ou 4 missions, donc 3 ou 4 monstres à rechercher sur la carte de campagne, et chaque monstre, une fois que vous les avez trouvés, vous allez devoir les battre dans une bataille scénarisée, donc bataille en temps réel. Il y en a certaines qui sont quand même relativement compliquées, parce que ces mondes sont dits entre guillemets légendaires. Et si vous les battez, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous avez des monstres, une fois que vous les battez, qui vous donnent du stuff, donc de l'équipement épique à équiper sur l'un de vos seigneurs ou héros. Et le deuxième, si vous avez, certains monstres que vous pouvez du coup en les battant directement les recruter sous la forme d'unités de renom, hein. Donc des monstres qui vont faire généralement énormément de bien à votre armée puisqu'ils sont surpuissants. Alors vous pouvez pas tous les recruter, mais il y en a certains, de mémoire je crois qu'il y en a 3 ou 4 que vous pouvez recruter sur les 3 niveaux de chasse. Peut-être 3 ou 3 je crois, mais j'ai un petit doute là-dessus. Donc mine de rien c'est assez sympa parce que ça vous donne du coup des choses à faire tout au long de votre campagne. Troisième élément de gameplay, ça va être que vous allez pouvoir prêter allégeance à un dieu. Donc faut savoir qu'il y a 4 dieux. Vous avez Korn, Nurgle, Slaanesh et Stench. Tsench, pardon. Alors excusez-moi pour la prononciation, hein. Je sais pas trop comment vous les prononcez, vous allez peut-être me faire des petits commentaires en me disant tu m'as fait bien rire. Bon voilà, c'est pas le but, c'était juste pour vous dire que chaque seigneur chaque dieu à qui vous portez allégeance va vous octroyer des bonus. Donc vous avez 3 niveaux d'allégeance par dieu. Donc le niveau 1 vous donnera toujours un avantage sur la carte de campagne. Je vous prends un exemple, je ne vais pas tous vous les citer, mais par exemple, vous avez un des dieux qui va vous donner la possibilité d'avoir, si vous portez allégeance à ce dieu et que vous commencez à atteindre le premier niveau d'allégeance, il va vous donner un coût d'entretien de vos unités d'infanterie de moins 10% sur toute la faction. Donc ça, super sympa, parce qu'en fait l'économie des Nordiques est très très compliquée à gérer. Vous êtes souvent dans le négatif, et le but ça va être d'aller raser ou piller des cités pour justement récupérer de l'argent. Donc c'est un système d'économie qui est tout à fait différent des autres. Vous avez du coup pour chaque dieu une allégeance au niveau 3 possible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et une fois que vous atteignez l'allégeance au niveau 3 avec un dieu, vous avez un bonus maximum, et vous ne pouvez plus prêter allégeance à aucun des autres dieux. Et donc du coup le bonus entre guillemets que je vais appeler épique, le bonus épique que vous avez en portant allégeance à un dieu au niveau 3, il va se présenter de la forme suivante. Vous avez 4 dieux, donc 4 choix possibles. Le premier choix c'est d'avoir une peste qui va ravager toute la carte de campagne, qui se déplace aléatoirement, dont vous êtes immunisé si elle vous touche, et qui va du coup octroyer des malus aux factions sur laquelle elle va. Le deuxième bonus, c'est donc le deuxième dieu qui vous permettra d'avoir un canon apocalypse entre guillemets légendaire, qui est à tête chercheuse. Donc les missiles sont téléguidés, c'est super sympa. Pas trop de munitions, par contre des dégâts assez sympas, et puis du coup tête chercheuse ça rate rarement sa cible, hein, comme son nom l'indique. Le troisième dieu vous donnera la possibilité de recruter un héros, donc directement au niveau 30, donc un héros à implanter dans une de vos armées qui est ultra puissant, qui va combiner de mémoire les magies de la mort et de l'ombre, si je dis pas de bêtises, et qui est donc du coup directement au niveau 30 avec tous les points de compétences attribués dans les domaines de magie, donc déjà presque optimisé quoi, et vraiment très 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 puissant. Et vous avez en quatrième bonus du quatrième dieu la possibilité de recruter un duc du changement. Donc le duc du changement c'est un seigneur légendaire ultra puissant aussi, qui a pas trop de particularités hormis que c'est un des meilleurs seigneurs légendaires du jeu. Voilà, donc voilà pour les 4 bonus ultimes. Vous choisirez celui qui vous convient le plus, celui qui vous convient le mieux, et celui qui vous octroiera surtout le plus de fun dans votre partie. On va passer du coup à la composition des armées. On avait dit type par type, donc les seigneurs on les a fait, hein, Ulfrig et Trog, bon ça c'est le chef de tribu marauder, c'est un autre type de seigneur que vous pouvez recruter dans votre armée quand vous avez besoin. Et vous avez donc du coup des héros. Donc les héros, vous en avez 3 types différents, même s'il y en a autant que ça, parce que vous avez des écoles de magie différentes. Vous avez des sorciers, donc sorciers dans le domaine du métal, de la mort et du feu. Donc les sorciers chamans, comme le nom l'indique, c'est des lanceurs de sorts basiques.
Donc vous avez en fait accès au sort de niveau 3 avec eux directement. Et du coup, ils ont uniquement pour but d'aller soit annihiler l'infanterie ennemie ou les unités ennemies en lançant des sorts offensifs, soit en appliquant, selon l'école de magie que vous choisissez, des buffs ou des debuffs à vos unités ou aux unités ennemies. Ils vont pas avoir une fonction d'aller se battre en 1 contre 1 ou alors à tenir une ligne contre une unité d'infanterie. Vous avez un loup-garou écorcheur, donc le loup-garou, lui, il est anti-large, et du coup, vous allez plutôt l'avoir, vous le lancez contre soit les héros ennemis qui sont à cheval ou plus, soit contre la cavalerie ou les monstres ennemis. Il a quand même des puissances des armes qui est tout à fait bonne. Il a la régénération et la frénésie, et il cause de nombreux dégâts. Donc c'est un très bon héros de jeu à avoir, et à envoyer donc du coup sur une unité de cavalerie qui vous embête un peu. Et vous avez du coup les démonistes qui sont du coup des sorciers également, mais qui ont en plus des sorciers de base la possibilité d'être, enfin déjà qui sont en armure et qui ont la possibilité d'aller au corps à corps, puisqu'en attaque en mêlée ils font et des dégâts magiques et ils appliquent un debuff de 30 d'armure, armure brisée, donc du coup directement à l'unité qu'ils attaquent, donc à envoyer sur des troupes naines qui ont beaucoup d'armure pour les debuffs en même temps, enfin en soutien d'une autre unité d'infanterie. Et puis ils ont une puissance des armes qui est pas dégueulasse non plus, donc c'est plutôt un mixte entre du coup un sorcier et puis un combattant en mêlée. Donc voilà pour les héros. Donc bon, généralement on va prendre ça, on va prendre un loup et puis on va prendre, alors à vous de voir, un autre sorcier si vous voulez le jouer full magie ou si vous voulez le jouer aussi hybride. Enfin moi personnellement, je prends plutôt une composition d'armée comme ça, généralement, toujours avec mes 3 héros que je préfère, que vous pouvez voir dans presque toutes mes vidéos. Histoire d'avoir le maximum de possibilités possibles avec notre combattant en mêlée, notre combattant anti-large plutôt ici, et puis notre magicien. Les unités d'infanterie, donc ce que je vous disais tout à l'heure, il y a 2 départs différents avec la Norska, puisque en fait Wulfric va booster toutes les unités d'infanterie. Donc là on va plutôt partir dans une campagne classique avec Wulfric. Donc sachez qu'il apporte des bonus énormes aux maraudeurs ennemis. Donc vos maraudeurs deviennent entre guillemets boostés par Wulfric les unités presque, hormis le chaos, les unités les plus puissantes du jeu au niveau de l'infanterie. En revanche, on verra tout à l'heure qu'il y a des contreparties, c'est que vous n'avez pas accès ou très peu accès à certains types d'infanterie. Du coup, vous avez toujours les maraudeurs classiques qu'on retrouve, que vous connaissez depuis longtemps, parce que même avant l'implantation de la Norska, toutes les factions nordiques les jouaient, les maraudeurs. Donc on va dire une infanterie de base qui a beaucoup de points de vie, qui a très peu d'armure, mais qui a l'avantage d'avoir un bouclier, donc une bonne première ligne à avoir quand vous débutez la partie, pour du coup contrer l'archerie ennemie, et puis leur penchant anti-large qui sont les lanciers maraudeurs, donc qui eux vont plus avoir un boost défensif, et qui vont avoir l'avantage du coup d'être anti-large et d'avoir la défense contre les charges d'unités larges, donc très utile contre les monstres et la cavalerie ennemie. Donc vous pouvez toujours en avoir 4 comme d'habitude, 4 maraudeurs et puis 2 lanciers pour commencer la partie. Donc on va les mettre ici, puis on les remplacera au fur et à mesure que je détaille les unités. Et puis vous avez les maraudeurs armes lourdes qui sont perse armure. Donc là pareil, si vous rencontrez des factions qui jouent avec beaucoup d'armure, et privilégiez-les en soutien, donc à 2. Pareil, vu leur armure, ils ont que 15 d'armure, donc faites plutôt tanker les unités qui sont là pour ça, c'est-à-dire des unités qui sont censées encaisser, et eux, une fois que on va dire votre frontline a encaissé les charges, vous les déplacez par derrière et vous les attaquez, donc du coup vous les faites attaquer les unités du coup en armure, tout simplement. Vous avez du coup accès aussi rapidement aux berserk maraudeurs. Donc les berserk maraudeurs, eux, c'est plutôt l'unité anti-infanterie qui va remplacer ou pas les maraudeurs à armes lourdes si par exemple vous tombez sur des unités en début de partie qui n'ont pas beaucoup d'armure. Donc là vos berserk vont faire énormément de dégâts puisqu'ils ont le bonus anti-infanterie. Ils causent de nombreux dégâts et puis dans la frénésie, ils ont une puissance des armes qui est tout à fait énorme, une attaque en mêlée pareil, assez sympa. Pareil, il faut surtout pas les faire tanker, vu leur armure, ils ont rien pour se protéger. Faites tanker vos maraudeurs qui sont là pour ça, et vos berserk, vous les gardez pour charger une fois que la première ligne a attaqué. On le verra de toute façon en vidéo tout à l'heure, juste après la présentation de la composition d'armée.
Je détaillerai pas les unités de renom, hein, vous en avez une chacun, donc là pareil, c'est des unités à chaque fois améliorées, donc là par exemple, vous les avez toujours au rang 9, hein, les unités de renom, donc c'est des maraudeurs améliorés, on voit qu'ils ont 11 de défense en mêlée de plus, 7 d'attaque en mêlée et 10 de commandement, donc toujours à recruter hein, dans vos armées, surtout en début de partie pour les maraudeurs, alors après vous êtes libre de les enlever une fois que vous avez accès aux unités de tir supérieures, mais... surtout, dès que vous avez une unité de renom, placez-les dans vos armées à la place d'une autre unité qui fait le même taf. Donc là, par exemple, une fois que vous aurez accès aux unités de renom des berserk, vous voyez quand même qu'il y a quand même déjà qu'ils étaient pas mal du tout. Là, vous avez encore en plus d'attaque en mêlée, plus de défense en mêlée et plus de commandement pour l'unité de renom des berserk. Et en plus, vous avez certaines fois des stats en plus, alors pas pour celui-là, mais on verra par la suite pour les autres, vous avez des fois des stats en plus. Donc vous avez des fois des unités qui sont classiques, et puis l'unité de renom est anti-large ou anti-infanterie ou autre. Donc assez sympa. Donc voilà pour l'unité en début de partie. Après, de toute façon, on a accès aux champions maraudeurs, donc qui sont en fait tout simplement la version améliorée des maraudeurs tout court. Moins de points de vie, mais plus de tout en fait. Hein. Donc là, ils vont pouvoir tanker ceux-là, parce qu'ils vont en passer de 15 à 80 d'armure. Ils vont avoir une défense en mêlée largement supérieure. Donc votre frontline hein, en fin de partie, qui boosté en plus, sincèrement, vous fera une frontline de folie. Et puis à la place de nos lanciers, alors nos lanciers maraudeurs pour l'instant on peut les laisser parce qu'on n'a pas encore vu les autres unités anti-large. Après à vous de voir, donc à la place des berserk, rajouter des champions maraudeurs à armes lourdes, qui sont à peu près le penchant des maraudeurs à armes lourdes comme ça, sauf que du coup ils deviennent des champions. Et du coup on voit qu'au niveau des stats c'est pareil, c'est la version améliorée, donc ils ont tout en plus, ils sont perse armure et en armure, donc n'hésitez pas pareil à en mettre deux dans vos armées. Rien ne vous empêche avec les factions Norska d'avoir une ligne d'infanterie énorme de ce type-là. Elle se joue très bien comme ça. Ceux-là, vous les envoyez sur les unités classiques, et ceux-là, vous les envoyez sur les unités en armure. Ça sera votre frontline, et puis ça, votre anti-large sur les côtés. Pourquoi du coup plus d'infanterie dans cette faction? Tout simplement parce qu'on va passer à la catégorie d'unité suivante, donc l'infanterie lance-projectile, et on voit que finalement il n'y a que deux types d'unités lance-projectile, et les unités de la Norska lance-projectile ont une particularité, c'est elles font énormément de dégâts. Par contre, elles prennent très cher et elles ont très très peu de munitions. On le voit, du coup, au nombre de munitions. Pour ceux-là, ils ont 12 de munitions ici. Et pour les autres, 8 de munitions. Alors vous pouvez les booster, pareil les munitions, avec votre seigneur légendaire. Mais même avec ça, vous verrez que vous arrivez rapidement à court. Ils ont un deuxième défaut également, c'est leur portée. Leur portée, elle est toute petite, elle est 90. Je vous rappelle que sur les autres let's play, on a plutôt des factions qui commencent à 140 et qui finissent à 180. Donc 90, c'est vraiment une des portées les plus basses du jeu, en termes de portée tout simplement. Après, ils ont l'avantage d'être anti-large, donc ça aussi en début de partie, quand vous avez envie de jouer un petit peu d'Arras, un peu la cavalerie ou les monstres ennemis, et les laisser derrière, pas les mettre au cac, c'est-à-dire faire tanker une unité par exemple de lanciers maraudeurs, et de faire soutenir des chasseurs maraudeurs derrière. Du coup, généralement, ça suffit à annihiler le monstre. Hein. Eux tankent, et eux, du coup, font le travail par derrière. Leurs dégâts à distance, je le rappelle, sont énormes. Et en plus, ils ont du coup le bonus contre large. Ils ont un autre petit avantage quand même aussi, c'est qu'ils sont combattants en mêlée décent. Donc ça veut dire qu'ils sont boostés toujours pareil par Wulfric, hein, qui va booster les unités de maraudeurs, donc c'est des maraudeurs. Hein. Et donc du coup, vous allez avoir en fait une attaque en mêlée et une défense en mêlée qui va pouvoir du coup rattraper le coup, c'est-à-dire que soit quand ils ont plus de munitions, soit quand ils se font charger au corps à corps par une unité lambda, vous pouvez les passer en mode manuel, et en mode manuel, ils se débrouilleront du coup mieux que les autres unités d'archerie des autres factions. Voilà, donc avantage, inconvénient, à vous de voir si vous voulez en mettre dans votre armée. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en début de partie. Après, l'unité des chasseurs maraudeurs supérieurs est perforant les armures. Donc pareil, énorme dégâts à distance, et en plus ils ont du coup briseur de bouclier, donc ça veut dire que ça vous pouvez les lancer contre des unités avec bouclier ennemi, et du coup ça va leur réduire leur bonus de bouclier, et du coup ils sont perforation d'armure en plus, donc généralement ils font très mal. Ils font très très mal, mais pareil, une portée toute petite, 70 de portée, donc encore plus petite que celle-là. Et par contre, en attaque en mêlée, ils ont une meilleure attaque en mêlée. Et boosté, ça devient des combattants qui sont raisonnables. Donc pourquoi pas des unités à avoir en début, milieu de partie. Après, généralement, en fin de partie, moi personnellement, je ne les joue pas. Libre à vous de voir si vous souhaitez en avoir dans vos armées. C'est des unités qui sont
corrects, hein. Ils ont leurs avantages, leurs défauts, mais ils font le café quand ils sont bien utilisés, hein. Gros dégâts à distance. On a ensuite la cavalerie et les chars. Alors on a plutôt que des chars, puisqu'on a des chars à maraudeurs, pareil, boostés par Wulfric, et des chars à loup des glaces maraudeurs qui sont aussi boostés par Wulfric, et qui eux, du coup, vont plutôt remplacer votre cavalerie traditionnelle, puisqu'elles vont avoir pour objectif de contourner du coup l'ennemi par la gauche, la droite, et d'aller foncer sur l'archerie sur les flancs, ou l'artillerie ennemie, ou même l'infanterie par derrière. Donc j'aime beaucoup en avoir, elles sont assez complètes, elles ont presque tout en fait, hein, tout simplement, ces chars à loup. Donc j'aime en avoir deux, parce que tout simplement elles sont en armure, elles perforent les armures, elles sont anti-infanterie, et en plus elles ont le bonus en gélure, qui est plutôt un debuff pour l'ennemi, puisque on va voir ça réduit de 36% la vitesse, donc du coup ça vous permet en fait à vos chars de toujours écraser l'ennemi sans qu'il puisse fuir trop loin. Ils ont une puissance des armes qui est vraiment sympa, et du coup ils tirent aussi à distance, donc ça veut dire qu'avant de charger ils peuvent aussi avoir la possibilité de tirer sur les unités ennemies, donc ça peut être aussi bien pour du coup Arras juste avant de foncer sur l'infanterie ennemie. Donc j'aime beaucoup, hein, ces unités. Généralement j'aime pas trop les chars, mais entre les chars de la Norska et les chars des rois des tombes, on a des bons petits... Enfin, ça m'a réconcilié avec ce type d'unité. Voilà, après libre à vous, pareil, si vous n'aimez pas du tout les chars parce que vous n'aimez pas les micro-gérés, vous les remplacerez par autre chose, il n'y a pas de souci, vous pouvez les remplacer par... même si ça n'a pas du tout la même signification et que vous préférez jouer avec des unités, on va dire, d'archerie, entre guillemets, à la place des unités de char, faites, hein, adaptez comme vous le voulez. Moi je vous donne une compo parce que malheureusement la cavalerie des Norska est pas très bonne, donc il faut avoir de quoi quand même passer par les flancs, et finalement les chars font bien ce travail là. Ensuite, la cavalerie lance-projectiles, que j'aime pas trop non plus, que vous avez sûrement dû rencontrer aussi, parce que c'est chiant de les avoir contre nous, puisque c'est de la cavalerie qui fait que fuir, tirer, que vous pouvez déployer en avant-garde, et qui est assez chiant du coup à rattraper, puisqu'ils ont une très bonne vitesse, 90 de vitesse pour tous, donc assez sympa, et ça vous permettre de kite la cavalerie ennemie. Après voilà, vous avez le déploiement en avant-garde, donc qui vous permet de vous cacher directement dans les forêts, attendre que les lignes ennemies soient passées et aller attaquer l'artillerie. Et vous avez aussi ceux-là qui perforent les armures et qui ont un bouclier. Voilà, donc après libre à vous de savoir si vous aimez jouer avec ce type d'unité. Moi j'aime pas trop, je préfère mettre cette unité de char là, et puis ne pas mettre cette cavalerie anti lance-projectile. Enfin, les monstres et les bêtes. Donc les monstres et les bêtes, vous avez donc du coup plusieurs... Le gros panel, hein, on a dit que de toute façon, la Norska, de par son manque d'unités d'archerie et son manque d'unités d'artillerie, il n'y en a pas, va jouer énormément sur l'infanterie et sur les monstres. Donc les monstres, vous avez du coup la possibilité déjà de remplacer les lanciers maraudeurs. Alors on le verra tout à l'heure, on va commencer par ceux-là déjà. Les chiens de guerre norse. Les chiens de guerre norse, c'est votre unité monstrueuse de début de partie qui va vous permettre de remplacer entre guillemets la cavalerie que vous n'avez pas, et d'aller contourner les flancs de l'ennemi pour aller les charger sur les flancs et harceler l'artillerie ennemie. Et l'archerie ennemie, donc les chiens de guerre norse qui ont l'avantage d'être très rapides. Donc c'est ça qu'on aime chez eux, c'est qu'ils vont généralement toujours faire leur taf en début de partie et faire un maximum de victimes, à remplacer par les loups de guerre norse qui ont la même vitesse et qui sont en fait tout en mieux, qui ont tout en mieux. On le voit de façon sur la droite, hein, en panel sur la droite, donc qui sont très rapides, qui en plus ont le debuff de vitesse, donc le debuff en gelure là. Plus de PV, plus de défense, plus de puissance des armes, plus de bonus de charge, donc à remplacer assez vite dès que vous pouvez les avoir, parce que c'est pareil dans vos unités en début de partie, c'est assez sympa, et c'est même une unité que vous pouvez, si vous vraiment vous l'aimez, avoir en milieu voire fin de partie. Après il y a mieux quand même, hein. Ensuite, vous avez donc du coup la bête de Stachnar, donc qui est anti-large, donc c'est les chiens de guerre norse améliorés. Donc l'avantage, voilà, c'est que par exemple, je vous le disais tout à l'heure, l'unité de renom ici a une statistique en plus par rapport à elle, c'est qu'elle est anti-large. Donc pareil, vous n'avez pas beaucoup d'anti-large hormis les lanciers maraudeurs au début de partie, donc n'hésitez pas à avoir la bête de Stachnar dans votre armée pour justement en fait combler cette perte anti-large, puisqu'ils font relativement quand même bien le travail.
Les trolls donc qui ont un commandement faible, autrement qui sont vraiment sympas, que vous du coup vous aurez plutôt avec Trog, hein, Throg qui va pouvoir les booster. Les trolls des glaces sont vraiment sympas, ils ont vraiment des très bonnes stats. Toujours le problème de commandement, mais vous pouvez l'améliorer, donc comme je vous le disais tout à l'heure avec votre seigneur légendaire. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va remplacer un peu vos unités votre tanking de début de partie, donc pas les champions maraudeurs, mais plutôt les maraudeurs classiques. Avec Throg, vous allez plutôt avoir des trolls ici, Norse pour encaisser, et puis les trolls des glaces Norse derrière. Donc voilà, adaptez comment vous souhaitez jouer. Des unités qui sont assez jolies, je trouve, aussi en jeu. Loup écorcheur, donc les loups écorcheurs qui sera aussi votre unité de milieu de partie anti-large, qui est assez sympa, puisque du coup c'est une sorte de cavalerie anti-large d'aller flanquer, d'aller éviter que justement la cavalerie adverse vous flanque et d'aller d'avoir une très bonne vitesse pour les intercepter. Donc pas mal aussi à avoir sur vos flancs en remplacement des fois des lanciers maraudeurs. Bon, c'est pas, vous pouvez même les cumuler, hein, avoir deux lanciers et deux loups, puisque généralement j'aime bien avoir 4 unités anti-large dans mes armées. Après, vous aurez du coup les loups écorcheurs qui sont en armure, donc moins de vitesse, mais plus, qui se déplacent moins vite. Donc là, qui vont plus aller avoir pour but de tenir la ligne, donc toujours sur les flancs. Ils ont l'avantage d'avoir une capacité en plus qui est d'être en armure, hein, tout simplement. Donc plutôt à privilégier contre les unités qui sont, enfin, si vous avez des unités en face qui ne sont pas perce armure justement. Ensuite, vous avez les guerriers Fimir. Donc, bon, j'ai pas mis ces unités là dans mon armée parce qu'on est plutôt sur une unité de dernier tiers ici. Et on va voir que les guerriers Fimir vont les remplacer. Puisque les guerriers Fimir, donc ici en armure, perce armure et sein d'armure, vont plutôt remplacer. Alors, on va comparer ici les champions maraudeurs avec armes lourdes. Alors, après, c'est pareil, ça va dépendre de où vous en êtes dans la partie. Puisque, comme Wolfric booste énormément les champions maraudeurs, des fois les champions maraudeurs sont plus efficaces que les guerriers Fimir. Ils n'ont pas trop la même utilité, puisque eux sont uniquement en armure et perce armure, et eux sont aussi sein d'armure. Donc sein d'armure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont appliquer ce debuff là, armure brisée, qui va durer 10 secondes à chaque fois qu'ils touchent l'ennemi, qui va réduire de 30 leur armure. Donc ça c'est assez sympa, parce que ça les rend complètement insane, dans le sens où ils vont être un debuff armure, et en plus ils sont perce armure, donc généralement ils font des dégâts tout en chair sur l'ennemi. Ils ont des attaques magiques aussi, donc bien contre les unités de morts vivants qui sont éthérées. Du coup, donc perforation armure, on l'a dit. Donc des bonnes unités à avoir aussi, donc soit en remplacement des champions maraudeurs, soit limite à en avoir une de chaque, à vous de faire la différence. Donc voilà, moi je préfère les jouer comme ça. Et puis vous avez les guerriers Fimir à armes lourdes qui elles sont anti-large, donc vont remplacer complètement les lanciers maraudeurs, hein, puisque du coup vous allez avoir la possibilité d'être en armure, perce armure, sein d'armure, comme tout à l'heure, et anti-large. Des grosses statistiques, et donc super sur les flancs de votre armée aussi. Vous allez voir dans la bataille personnalisée que contre la cavalerie au tiers de la Bretonie, ils font le café. Et puis après, bien entendu, hein, les unités de renom ici, donc les guerriers Fimir qui, eux, sont à mettre dans vos armées parce que ils ont la particularité d'avoir des stats complètement boostés, donc complètement des stats de port. Donc ça, pareil, il faut les mettre dans vos armées. Et puis eux, en anti-large aussi, ils sont vraiment sympas, puisque du coup, c'est les loups écorcheurs en amélioré, comme je vous disais tout à l'heure, qui vont permettre de flanquer un petit peu la cavalerie et les monstres ennemis. Donc là, n'hésitez pas à en rajouter, donc soit mettre des guerriers Fimir en plus, soit du coup les unités de renom de gueule de la sauvagerie, parce que pour l'instant, mine de rien, on n'a pas beaucoup d'anti-large dans notre armée, on a que ces deux-là et notre loup-garou. Voilà. Donc n'hésitez pas à rajouter une petite unité de renom, surtout qu'ils font bien le taf. Et puis enfin le panel des monstres et des bêtes, on va enlever ça. Le monstre et bête rare, donc là du coup qui va vous donner accès à la particularité de la Norska, c'est les mammouths qui font leur taf. Donc les mammouths, tout simplement, qui sont toujours anti-infanterie, perce armure et provoquent la terreur, d'accord. Après, ils ont très peu d'armure, en tout cas pour le mammouth de base, donc que vous pouvez recruter au milieu de partie, généralement quand vous avez votre premier bâtiment, mais bon, c'est toujours des unités à avoir parce qu'ils ont la possibilité du coup, alors la rage, du coup, ça c'est plutôt un malus puisque du coup, vous pouvez plus la contrôler quand elle rentre avec un niveau de point de vie
inférieur à ce qu'il faut. Par contre, provoque la terreur, c'est énorme pour baisser le commandement ennemi. Et puis assiégeur, donc du coup qui peut aller attaquer les portes des cités. Donc très bonne unité à avoir, même si bien entendu vous allez les remplacer par les mammouths de plus haut tiers plus tard. Les géants, donc alors la manticore je l'ai passé, c'est une bonne unité aussi à avoir en milieu de partie parce que c'est la seule unité volante que vous pouvez avoir qui peut vous permettre de passer derrière les lignes ennemies pour attaquer l'archerie et l'artillerie surtout ennemie et qui provoque en plus la terreur. Elle a une puissance des armes tout à fait correcte, donc n'hésitez pas à en avoir dans vos armées milieu, début de fin de partie, début milieu de partie. Elles seront remplacées après par la Wyrm quand vous pouvez l'avoir, mais finalement comme c'est une unité de fin de partie la Wyrm, n'hésitez pas à en avoir une ou deux dans vos armées de manticore. Une ça suffit généralement, mais si vous voyez que l'unité en face joue beaucoup d'artillerie, genre Empire, n'hésitez pas à en avoir deux, ça peut faire la diff. Les géants Norse, donc le géant Norse, un géant traditionnel, comme dans toutes les autres factions qui jouent avec des géants. Donc un géant c'est rarement mauvais, ça fait toujours à peu près son taf. Toujours l'avantage d'être perce armure anti-infanterie et provoquer la terreur, donc c'est assez lent à se rendre directement sur l'infanterie ennemie, mais une fois que ça la touche, si vous l'envoyez sur des bonnes unités, bien entendu, pas sur de l'anti-large, ça fait un bon café, donc j'aime bien aussi en avoir un dans mon armée. Un Wyrm, donc du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est l'unité, on va dire le dragon de la Norska, qui est perce armure, donc provoque la terreur et engelure, donc toujours le debuff de déplacement, qui a un souffle également, donc du coup, et qui va vous permettre du coup de passer derrière les lignes ennemies pour aller tout défoncer. Et puis les mammouths de guerre, donc deux types de mammouths de guerre. Vous avez le mammouth de guerre classique, qui lui donc a une armure beaucoup plus importante que le mammouth de guerre normal, puisque vous avez plus 40 d'armure, plus de points de vie, plus de tout. Il a plus ce côté rage, il a donc du coup provoque la terreur, provoque la peur, et l'assiégeur qu'on retrouvera sur tous les mammouths. Et donc l'avantage c'est que vous pouvez du coup le contrôler celui-là, même quand il est très faible en PV. Il a l'avantage aussi d'avoir des maraudeurs archers, enfin des lances à lance-projectiles sur lui, donc en plus d'être au cac et de faire des ravages au carc, et bien tout simplement vous avez la possibilité d'arraser les ennemis en leur tirant des flèches dessus. Et donc du coup il a vraiment le panel du bon gros mammouth qui fait la diff, donc j'aime bien aussi en avoir un dans mon armée. Et puis le mammouth de guerre à côté de guerre, donc là on perd la capacité d'archerie du mammouth traditionnel, par contre on va garder deux buffs, on va garder un bonus indémoralisable qui peut être mis sur une unité alliée, et la faveur de puissance de la rune qui est là, donc du coup un bonus constant autour du mammouth, donc c'est pour ça qu'il faudra bien mettre vos unités d'infanterie autour du mammouth et pas le laisser tout seul sur un flanc. Ça donne un bonus de 10 de commandement permanent à toutes vos troupes. Donc pareil, c'est des unités qui sont super sympas à avoir. Et après en dernier slot, du coup on est un peu faible en anti-large, n'hésitez pas à rajouter à la limite des guerriers Fimir en plus, tout dépend de la composition contre laquelle vous allez jouer, ou une unité de renom, donc comme tout à l'heure on a dit, gueule de sauvagerie, ou alors s'il y a beaucoup d'artillerie, une deuxième Wyrm, s'il y a beaucoup d'infanterie, un deuxième mammouth. Après voilà, vous êtes libre de gérer comme vous voulez, généralement la ligne d'infanterie comme ça elle suffit à elle-même, à vous de voir comment faire pour le dernier slot. Et à l'adapter du coup par rapport à la composition. Pareil, je vous le répète encore une fois, la composition des armées que je donne, c'est pas une composition parfaite, c'est une composition qui est équilibrée, qui est toujours adaptée selon la faction contre laquelle vous rencontrez, mais c'est une faction qui vous donnera généralement toujours satisfaction parce que vous avez de quoi faire de partout. Donc vous avez de quoi faire contre les unités d'archerie ennemies avec vos unités avec vos flanqueurs, on va dire vos chars et puis votre Wyrm qui va passer derrière. Vous avez vos unités infanterie qui vont aller attaquer l'infanterie la plus puissante ennemie avec les monstres et puis les unités de Berserk. Vous avez les champions maraudeurs qui vont résister à tous les lance-projectiles, donc à placer en front line, et puis vos unités anti-large qui vont aller justement être chargées d'aller attaquer et annihiler les monstres et les cavaleries ennemies. Voilà, donc une unité, tout ça boosté par un démoniste, et votre seigneur légendaire, du coup, pareil. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de la Norska. On va rapidement faire le tour du coup de la bataille en vidéo. Donc pour présenter un petit peu le visuel, donc on a pris une armée classique, alors j'ai rajouté une petite manticore aussi pour vous montrer du coup son bienfait dans une armée. On reste dans la compo traditionnelle, alors j'ai pas pris le loup-garou, j'ai pris aussi des unités de maraudeurs, que des unités de maraudeurs. On verra de toute façon que c'est une composition qui est aussi équilibrée, et on va voir qu'en face sur la Bretonie il y a tout ce qu'il faut, donc des unités de haut tir de cavalerie, des
des chevaliers sur hippogriffe, le trébuchet béni, et puis bah, du coup de l'unité d'infanterie, alors qui n'est pas la meilleure, mais qui n'est pas faite pour ça. On va faire un rapide visuel sur les unités de la Norska, en commençant par du coup nos loups écorcheurs. Donc j'ai pris, comme je vous ai dit dans cette composition, le maximum de troupes différentes au tiers pour que vous puissiez un peu voir leur visuel. C'est pas une composition d'armée adaptée comme celle qu'on a fait en fin de partie, donc c'est pas exactement la même. C'est juste pour que vous puissiez voir un peu le panel des différentes unités, parce qu'on aime aussi jouer avec des skins d'unités qui sont assez jolis. Donc on voit le détail quand même des loups écorcheurs qui sont vraiment, vraiment sympas. Donc qui sont anti-large, hein. Les loups écorcheurs, c'est une unité un petit peu de tiers un peu moins bonne que les guerriers Fimir, mais qui sont assez jolis, que je voulais vous montrer. Notre manticore ici, qui est là, qui va attendre une seule chose, donc pareil, niveau de détail assez sympa. On voit qu'elle est pas très contente, hein. Elle a vraiment envie d'en découdre, donc pareil, assez joli. Nos unités d'infanterie, donc qui ressemblent à des gros robots vikings de notre monde, avec des bonnes grosses armes, donc une bonne petite frontline bien sympathique qui fait généralement pas mal de dégâts. Donc il y a énormément d'unités chez les Norska, je crois qu'ils sont entre 100 et 120 par troupe, même les élites. Notre bon géant de la Norska qui est ici. Pareil, alors lui il a un peu bébête, mais bon, il a l'air de vouloir en découdre, bien maudit. On passera après ici. Et puis ici nos guerriers Fimir, donc du coup, armes lourdes, qui sont toujours anti-large, donc du coup, et qui sont qui attendent de pied ferme la cavalerie bretonnienne ennemie. Nos chars ici qui vont avoir pour but de flanquer, hein, qui sont là, portés par des loups norse. Donc pareil avec la petite engelure qui est derrière, qui donne un bon petit coup de skin à cette unité. Et puis notre Wyrm ici, notre dragon à deux têtes de la Norska. Donc pas mal aussi, vraiment sympa, vraiment bien designé. Notre seigneur légendaire ici, notre petit Wulfric, avec ses trophées tout autour de lui. Nos guerriers berserk, que je vous avais dit donc de placer derrière la ligne ennemie, puisque vu leur faible armure, ils sont pas là pour tanker, ils sont là pour, avec leur double hache, foncer sur l'ennemi une fois que la première ligne a chargé. Ici, notre démoniste, qui va être chargé de buff et de buff nos unités et de faire le café. Et puis ici, notre mammouth de guerre, donc celui qui propage l'aura, celui-là avec hôtel de guerre, qui est ici, donc juste avec un sorcier sur... j'ai perdu le nom, un sorcier on va dire sur son dos, qui est ici en train de lire un petit livre d'incantation, donc qui va booster le commandement de notre armée. Donc on va passer en mode normal. Donc voilà, la cavalerie bretonnienne, il y en a ici et il y en a ici. Donc nos chars, faut surtout pas qu'ils se fassent intercepter, hein, bien entendu, puisque surtout qu'il y a de l'anti-large ici. Donc on va envoyer bien entendu nos guerriers Fimir à l'action pour justement empêcher. Donc on met en repli pour l'instant nos chars pour les faire encaisser, et ici notre unité anti-large qui vont aller défier la cavalerie, qui vont se faire assister. Alors ça c'était un souffle du Wyrm qui est ici, qui va venir assister du coup notre ligne de anti-large, voilà, qui va provoquer la peur. Nos chars qui vont pouvoir du coup passer, donc qui passent en tirant et qui vont pouvoir du coup aller sur l'archerie ennemie. Ici on n'a pas vu, mais c'est notre démoniste qui a fait un ravage dans les lignes archers, Et puis on va voir l'engagement ici des deux unités d'infanterie. Donc notre unité d'infanterie est bien mieux, c'est normal. Notre géant qui part au combat ici. Il passe faire le tour. Notre mammouth qui est au combat. Alors que dans l'autre côté, ici, c'est nos loups qui sont en train, malheureusement, de perdre, et ce qui est normal, hein,
contre l'unité de cavalerie ennemie, parce que même s'ils sont... alors c'est une unité de plus gros tiers, et ça on avait dit que c'était pas les guerriers fémires, donc c'est pas l'unité de meilleur tiers, même s'ils ont le bonus d'être anti-large. Donc on va se prendre une charge de la cavalerie bretonnienne sur nos flancs. Ouais, ils se sont mis en mode fer de lance. On a quand même réussi à gagner notre bataille au niveau de l'infanterie. On va se prendre une charge de cavalerie. Du coup, on va ramener notre dragon en soutien. Ici, on n'a pas vu, notre manticore a fait le taf contre les trébuchets de terrain béni. Donc c'était son but. Hein. Son but, c'était d'aller harceler l'artillerie ennemie pour éviter qu'elle nous embête trop. Notre BM ici va sûrement aller sur les chevaliers sur hippogriffe ici. Un combat volant. Ici, notre géant est en prise avec des unités bretonniennes, avec du jet de vomi. On va se remettre comme ça. Ici, on a annihilé la cavalerie ennemie avec nos guerriers Fimir, qui vont du coup repartir et qui vont aller porter assistance à l'autre flanc droit qui se passait pas très bien ici. Mais notre mammouth est en train d'essayer de justement faire la différence face à des chevaliers du Graal. Donc les guerriers Fimir qui courent là-bas à la rescousse. Nos chars qui viennent mettre une petite charge par derrière. Nos maraudeurs qui foncent donc du coup sur l'archerie ennemie en levant leur bouclier, hein, comme je vous l'avais dit, donc assez intéressant. Ils vont se faire assister, donc là l'archerie ennemie par notre manticore. Je vous avais dit, le but de la manticore c'est d'harceler les unités d'archerie et d'artillerie. Elle a très bien fait son travail pour cette vidéo. Et ici, donc du coup, la terreur qu'on leur a mis, le commandement, on a brisé leur commandement avec notre mammouth, et puis avec notre unité provoquant la terreur, donc voilà, ça va être la victoire. On passe un petit peu vite, c'était juste pour avoir un petit aperçu. Ici, notre dragon a bien fait le taf ici contre les chevaliers hippogriffes. Et donc du coup voilà, on va voir rapidement les morts. Donc au niveau des morts, tout a été assez équilibré. On voit que notre infanterie a fait le plus gros du travail, hein, ce qui est normal, hein, l'infanterie bretonnienne n'est pas faite pour ça. La cavalerie, on l'a quand même très très bien contenue, ils n'ont pas fait beaucoup de pertes. Nos guerriers Fimir ici nous ont fait un énorme travail. Là, les Louis Corchard, malheureusement, un peu moins bien, mais c'était pas le but, c'était plutôt de les montrer. Nos chars ont fait le travail qu'on attendait d'eux aussi, et la Manticore, pareil. Donc voilà un petit peu comment se présenter une petite bataille Norska contre Bretonnie. Hein. C'était juste pour vous montrer un peu le visuel et puis comment utiliser les unités. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, comme d'habitude, pour savoir si vous composez votre armée comme moi, ce que vous rajoutez en plus en moins. N'hésitez pas à me dire si ça vous aura plu également. Je vous souhaite à tous une excellente journée, puis à bientôt.